Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information en Savoie-Mont-Blanc, en direct sur votre chaîne préférée. Nous sommes le lundi 21 octobre 2019. C'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, je recevrai Cathy Raffos, la présidente de la commission loisirs du Comité Mont-Blanc de ski. Nous parlerons ensuite littérature avec Delphine Larpin, auteure du livre Un trèfle à l'autre bout du monde. Et comme chaque lundi, du sport et ce soir de la boxe. Mais avant toutes ces réjouissances, j'ai le plaisir d'accueillir Clémence. Salut Clémence. Salut Seb. Pour les titres de ce journal du 21 octobre, on reviendra bien évidemment sur les résultats des élections fédérales chez nos voisins suisses. Et oui, puisque comme tu le dis si bien, les Suisses viennent de voter pour leurs élections fédérales. Alors plus féminin, plus jeune, plus à gauche et surtout plus vert. Nous ferons le point donc dans ce journal sur le nouveau visage du Parlement suisse. Et puis le musée savoisien continue sa restructuration. En pleine rénovation et dans le plus grand des secrets, les collections qui l'abritent sont aussi transportées avec la plus grande minutie. C'est un reportage que l'on vous propose ce soir dans le JT. Merci beaucoup Clémence, on se retrouve tout à l'heure pour le journal. Allez, on commence cette émission avec ma première invitée, Cathy Raffos. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes la présidente de la commission loisirs du Comité Mont-Blanc de ski. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qu'est le Comité Mont-Blanc de ski ? Donc le Comité Mont-Blanc de ski, c'est un des 17 comités qui couvrent toute la France au niveau de la Fédération française de ski. Il y a 117 clubs dans ce comité, dont 52 clubs loisirs. Et moi, je représente plutôt ces 52 clubs loisirs. Alors, vous vous occupez donc de cette commission loisirs, à différencier de la commission compétiteur. Qu'est-ce qu'on entend par loisir ? Alors, on entend par loisir, justement, le plaisir du ski sans compétition. Après, on peut pas non plus comparer les deux. On est une grande famille et on s'entend tous très bien. Du coup, loisir, c'est juste être ensemble, monter dans les stations. On sait qu'il y a moins de 20% de la population locale qui fait du ski ou qui monte en montagne. Et du coup, nous, on est là pour essayer de monter un peu ce chiffre. Alors, vous venez de l'indiquer, 52 clubs loisirs composent le comité en Haute-Savoie. Est-ce que c'est un chiffre élevé par rapport aux autres comités ? Oui, alors c'est vrai qu'on est un des plus grands comités avec le Dauphiné et il y a un autre grand comité aussi, peut-être bien les Vosges, en nombre de licenciés. On représente, nous, 21 000 licenciés quand même sur notre comité. Sur les 60 000 licenciés loisirs de la Fédération française de ski, ça prouve bien l'importance de cette branche. Carrément. On a en plus des dirigeants et des organisateurs de clubs, on a 1000 moniteurs fédéraux qui donnent des cours toutes les sorties à tous les niveaux et dans toutes les disciplines. Et on est très fiers de ça. Alors, quel est l'objectif concret de la commission que vous dirigez ? Donc, on a deux missions principales, celle de promouvoir les clubs loisirs et celle aussi de former nos MF et de faire leur formation continue également. 1344 moniteurs fédéraux, je crois ça, ce sont des moniteurs bénévoles, c'est bien ça ? C'est ça, c'est des moniteurs au niveau de la formation, comment ça se passe justement de ces formateurs ? Donc en fait, chaque comité organise des stages pour ces moniteurs. Il y a plusieurs niveaux de monitorat. Ça passe de l'accompagnateur de groupe jusqu'à l'entraîneur. Donc du coup, du jardin d'enfants jusqu'au ski hors piste, on peut skier en toute sécurité dans les clubs loisirs. Alors qu'est-ce que vous proposez ? Je mets des sorties accompagnées ? Donc voilà, c'est des sorties en général. Les clubs offrent des packs tout compris, forfait, transport et cours de ski. En moyenne, le prix varie entre 25 et 30 euros la sortie, donc c'est vraiment pas cher pour ce qui est complètement abordable. Complètement, c'est ce qu'on essaye de faire du mieux possible. Alors la région Aura a lancé il y a quelques mois, quelques années, maintenant un plan montagne, notamment avec une relance des classes de neige. Laurent Wauquiez, le président de la région, l'avait annoncé au mois de mars du côté des saisies. J'imagine que pour vous, c'est une bonne chose, ce plan montagne, et notamment cette relance des classes de neige. Oui, alors nous, plus il y a de monde au ski, plus en montagne, même sans parler de ski, il y a plein d'autres disciplines, plus on est content. Notre but, c'est vraiment ça, c'est de faire découvrir
notre magnifique pays à plus de monde possible. Au sein du comité, vous la ressentez, l'érosion de la fréquentation Alors des oui, stations, du ski, des sports d'hiver? Oui, on a un nombre de licences qui baisse chaque année et c'est bien dommage. On a eu pas mal de concurrence avec d'autres produits, mais on reste quand même les leaders par rapport à tout ce qui est sortie de groupes, convivialité, diversité. La Fédé a d'ailleurs mis en place là, un tout nouveau outil pour les cours qui s'appelle le passe-neige, qui est vraiment fait pour non seulement améliorer sa technique, mais aussi et surtout parler de plus d'autres aptitudes et progresser, développer ses compétences comment développer ses compétences et aussi essayer de donner du plaisir à chaque élève en fait. Tout à l'heure, vous avez évoqué ce chiffre, moins de 20% de la population locale qui pratique le ski. Oui. C'est un chiffre qui paraît étonnant quand on habite en Haute-Savoie. Ouais. Bon, le ski, ça reste un sport qui est cher et c'est pour ça que... Selon vous, c'est le principal frein, c'est le prix? Alors, je pense, après c'est un sport d'extérieur. C'est vrai que les gens aiment bien se retrouver à l'extérieur quand ils ont passé toute la semaine au bureau. À part ça, vu les choses qu'on met en place, nous, on a du mal à comprendre que les gens puissent pas monter en plus grand nombre dans les stations. Vous organisez le 24 octobre prochain, ce jeudi, donc un forum. Oui. En quoi que ça va consister très précisément? Il y a deux parties. En fait, on récompense déjà nos MF parce qu'on a des MF qui ont jusqu'à 40 ans d'enseignement. On doit se recycler, nous, tous les 3 ans, et il y a des gens qui se recyclent depuis 40 ans, donc on est très fiers de ça. Et puis, un deuxième point, c'est aussi de bien diffuser tout ce que la Fédé, et notamment le département recherche et développement de la Fédé, met en place pour que tous les clubs se mettent dans ces optiques-là. On a un peu l'impression que les clubs dépassent un peu ça dépasse le cadre sportif. On est presque dans un rôle de lien social, là? Oui, c'est carrément ça. En fait, dans un club, on part ensemble, on mange ensemble, on vit des émotions ensemble. On a même, nous, dans notre club, une section handi-ski qui donc peut emmener des gens dans un fauteuil. Donc, c'est vraiment pour tous, pour toutes les disciplines. Et pour tous les niveaux. Bon, j'imagine qu'il y a pas mal d'excitation avec la saison qui va arriver. Oui, ben là, on est en train de mettre tout en place. Il y a d'ailleurs plein de foires au ski qui sont organisées. Justement, on parlait du prix du matériel. Il y a plein de foires au ski qui sont organisées en ce moment par les clubs pour aider encore plus les gens à venir au ski. Cathy, vous restez avec moi pour la revue de presse. On va continuer à parler ski, puisque le ski, dans sa version compétition, va donc débuter avec la Coupe du Monde du côté de Zolden en Autriche, dès ce week-end. La Fédération française de ski a donc annoncé la sélection. Chez les femmes, Clara Direz, Dorian Escan, Coralie Fraisse-Tombé, Romane Miradoli et Tessa Worley sont donc retenues pour le géant dames, prévu ce samedi. Chez les hommes, la délégation tricolore comptera sur Mathieu Fèvre, Rémi Falgou, Thibaut Favreau, Victor Mufajandé, Alexis Pinturo et Cyprien Sarrazin. J'ai noté, notamment dans l'équipe femmes, 2 skieuses issues du comité Mont Blanc, Romane Miradoli et Tessa Worley. J'imagine qu'il y a comme chez vous une certaine fierté de voir que les skieurs issus du Sérail arrivent au plus haut niveau. Oui. Alors ça, c'est une grande fierté. Et on est tous derrière eux. Merci beaucoup, Cathy Raffet. On passe à notre rubrique rencontre. Je vous en prie, vous pouvez rejoindre la régie. Merci. On va parler littérature avec Delphine Larpin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes originaire de Haute-Savoie, de Crampsal, et vous venez de sortir votre premier livre, Un trèfle à l'autre bout du monde. Déjà, qu'est-ce que ça fait alors, on ne va pas forcément dire Qu'est-ce que ça vous fait d'être officiellement auteur? En tout cas, d'avoir son nom sur ce livre que je vais montrer. Est-ce que c'est un rêve pour vous? Est-ce que c'est un aboutissement? Ah oui, c'est clair. Je montre à la caméra. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu cette couverture la première fois? Alors, c'est génial en fait de voir son nom sur la couverture d'un livre. Et à la fois, c'est très étrange en fait. C'est un peu comme se dire, ce soir, je vais passer à la 8 Mont Blanc. On réalise pas trop. C'est gentil. C'est un rêve. Ça vient d'où est-ce qu'on peut parler de passion pour l'écriture ou c'est quelque chose qui est arrivé comme ça? Alors, c'est une longue histoire en fait. Je vais essayer de faire court.
Alors j'ai toujours aimé écrire. Quand j'étais petite, à l'école, je débordais déjà à l'arrière de mes contrôles parce que j'avais pas assez de place pour écrire. Pour les rédactions? Voilà, ma première dissertation de philo faisait 8 copies doubles. Ah oui. Enfin, j'aimais écrire, mais vraiment cette idée d'écrire un livre, elle m'est venue au cours de mon voyage, à un moment où j'en avais un peu marre de visiter. J'avais déjà fait mon volontariat, j'avais été dans des monastères, je savais plus vraiment quoi faire et j'ai rencontré en fait un Libanais j'ai partagé une soirée avec lui et il m'a dit en fait il aimait beaucoup mon histoire et qu'il aurait aimé faire un reportage dessus parce qu'il faisait des petits films et je me suis dit, enfin voilà, il se moque de moi quoi. Et la nuit même en fait je me suis réveillée en me disant mais je vais écrire un livre. Et depuis cette idée elle m'a pas quittée et je crois que c'est la première fois dans ma vie où je me suis dit j'ai envie de faire ça, je vais le faire et je sais que j'irai au bout. À aucun moment j'ai douté en fait. Je me dis j'ai envie de faire et je le ferai quoi. Comment définir cet ouvrage? J'ai lu que c'était à la croisée entre le récit de voyage et une quête du développement personnel. C'est vraiment ça? Oui, dans le sens où je pars de mon expérience de voyage en Asie. Qui a duré 2 ans et demi à peu près. Voilà, et j'aborde des thèmes un peu plus philosophiques et spirituels, dans le sens où ce voyage était pour moi un peu une sorte de quête personnelle et spirituelle. Vous aviez besoin d'en parler de ce voyage, de l'extérioriser, de coucher sur un papier votre ressenti? Oui, alors ça m'a vraiment aidée parce que c'est très difficile en fait quand on rentre d'une expérience comme ça de partager, de le dire, d'échanger avec les gens. Et du coup, le fait de l'avoir mis par écrit, ça m'a vraiment aidée. Et je trouve que l'écriture a vraiment un pouvoir, ce pouvoir de poser les choses, d'organiser les choses, aussi de coucher sur le papier les questions que j'avais et auxquelles j'avais les réponses. Mais pour les trouver, j'avais besoin de passer par le biais de l'écriture. Et au-delà de ça, en fait, l'écriture, ça m'a permis de contacter quelque chose de beaucoup plus profond et d'aller toucher quelque chose chez l'autre en fait. Et ce matin, j'ai reçu un message d'une dame qui a acheté mon livre lors d'une dédicace pour me dire qu'elle avait trouvé le récit fabuleux. Donc, déjà, ça fait plaisir à mon ego. Et au-delà de ça, en fait, elle m'a dit que c'était un récit miroir. Et de me dire que j'ai pu toucher ça chez l'autre, que j'ai pu parler à son cœur, en fait, au-delà d'un simple récit. C'est magique. Quoi. Ça s'est passé comment? Vous avez pris des notes sur place? Vous écriviez un petit peu chaque soir? Oui, j'ai tenu un blog en fait au long de mon voyage avec des photos. Bon, voilà, j'écrivais sur des claviers asiatiques. C'est pour une faute d'orthographe, mais j'ai tenu une sorte de journal. Et donc sur la fin de mon voyage, au moment où j'ai décidé d'écrire, j'ai repris ce que j'avais déjà écrit et j'y ai ajouté les réflexions, les questions que je m'étais posées. J'ai essayé d'organiser un petit peu le tout. Et après, en fait, j'ai dû en enlever presque la moitié parce que j'en avais écrit plus de 500 pages au début. Est-ce que l'idée principale du livre, ce n'est pas tout simplement de se dire il faut jamais renoncer à ses rêves? Oui, c'est clair. Au début, je me disais qu'écrire un livre, pour moi, c'était pour les écrivains. Passer à la télé, c'était pour Vous vous considérez aujourd'hui comme un écrivain? C'est difficile encore. Quand je vois mon livre sur un rayon à côté de Sylvain Tesson, je me dis mais non, c'est pas possible, c'est pas moi. Et au final, je l'ai fait. Et je crois que oui, si on m'avait dit il y a quelques années que j'aurais publié un livre, je ne l'aurais pas cru. Si on m'avait dit qu'un jour je plaquerais mon travail, mon appartement, ma petite vie bien construite et que je prendrais un aller simple pour partir au Vietnam et que c'est la plus belle chose que j'allais vivre de ma vie, je ne l'aurais pas cru non plus. Et au final, oui, juste se dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, y croire et aller au bout. J'imagine que vous avez beaucoup appris de ce voyage et de l'écriture de ce livre. Qu'est-ce qui en ressort principalement quant à votre perception de vous-même? Ma perception de moi-même. Est-ce que ça a changé quelque chose dans la... Alors oui, je dirais que ce voyage, en fait, m'a permis de découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Je prendrai pour référence le titre d'un livre de Christiane Singer qui dit « Où cours-tu? Ne sais-tu pas que le monde est en toi ?» Et j'ajouterais en fait qu'il est en toi, mais pour le découvrir, c'est le fait de t'ouvrir aux autres, de t'ouvrir au monde, qui te permettra de découvrir ce monde que tu as à l'intérieur de toi. Alors ce voyage, ça a été aussi l'occasion de découvrir, je ne sais pas, mais en tout cas de certaines pratiques, la méditation,
le yoga, les retraites spirituelles, c'est quelque chose qui vous a fait beaucoup de bien? Oui, ça m'a beaucoup Permet de se aidé. laver un petit peu le cerveau? De sortir, en fait, de prendre du recul sur une vie qui était complètement programmée dans des rails et juste de se poser, de s'arrêter un instant. Et après, je dirais que oui, la méditation, alors, il y a plein de techniques de yoga, de méditation, tout ça. On apprend ces choses, mais le principal, en fait, c'est juste de savoir revenir aux choses basiques, au sens. Et c'est quelque chose que les peuples d'Asie m'ont appris tout autant que les retraites de méditation. Et les enfants avec qui j'étais dans le centre où j'ai fait le volontariat, je crois que c'est vraiment d'eux que j'ai le plus appris, quoi. Et puis, on va finir avec ça. J'imagine que vous avez aussi beaucoup appris sur le monde de l'édition, un monde assez impitoyable, pas vraiment en corrélation avec ce que vous recherchiez lors de ce voyage. Oui, alors c'est vrai que c'est compliqué. J'ai envoyé mon manuscrit à plus de 50 éditeurs. Bon, j'ai eu la chance d'avoir 6 réponses quand même, dont certains qui me demandaient de payer pour être édités, d'autres où il fallait des souscriptions. Enfin voilà, c'est tout un monde. Et une fois que le livre est sorti, c'est là où l'aventure commence. Parce qu'il est sorti, mais il n'est pas dans les rayons, il est en commande. Donc c'est à nous de porter notre ouvrage. Mais c'est un monde qui est très difficile, mais qui est magnifique. On rappelle donc un trèfle à l'autre bout du monde. Un trèfle, c'est une référence particulière. L'autre Oui. bout du monde, on a compris. C'est Alors, vrai, c'est la destination. Le trèfle, en fait, c'est un garçon que j'ai rencontré à la fin de mon voyage qui avait un tatouage d'un trèfle à 3 feuilles et demie. Et je lui ai posé la question, pourquoi 3 feuilles et demie? Et il m'a dit qu'en fait, pour lui, dans sa vie, il avait toujours l'impression qu'on passait à côté du bonheur, qu'on était toujours en quête de ce petit bout qui manquait. Et je me dis, mais c'est ce dont j'avais l'impression, en fait, quand je suis partie. C'est cette quête du petit bout de trèfle qui manque. Qu'est-ce qui manque à ma vie pour être heureuse? J'ai tout et au final, il me manque toujours quelque chose. Et donc, c'est cette quête-là qui m'a poussée à aller à l'autre bout du monde pour me rendre compte que je possédais déjà cette petite partie. Merci beaucoup, Delphine Larpin. Merci Félicitations, à vous. parce que c'est une Merci. sacrée performance de réussir à sortir un livre. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous. revoir. Allez, on termine cette première édition avec cette première partie avec du sport comme chaque lundi. Et nous allons parler boxe anglaise avec mes deux invités, Maëlys Gangloff et son entraîneur Philippe Fontanelle. Bonsoir à vous. Bonsoir. Installez-vous sur notre canapé. Alors, Maëlys, vous serez sur le ring ce samedi à Albertville, du côté d'Albertville, pour un championnat de France, les moins de 53 kilos. Vous allez affronter la tenante du titre, Elodie Bouchlaka. Dans quel esprit on est à quelques jours là, de ce combat hyper important pour la suite de votre carrière? On est prêt. Après, voilà, on a réduit un peu les entraînements. On va faire moins de sparring pour pas se blesser. Et puis, tout est prêt. Donc après, il n'y a plus qu'à savourer le moment, quoi. Qu'est-ce que ça représenterait pour vous un titre de championne de France en professionnel? C'est un début, en fait, c'est une étape. Faut le faire. Et après, on pourra aller plus haut, plus loin, faire d'autres championnats. Philippe, on discutait avant l'émission, vous et Maëlys, ça fait depuis très longtemps, vous la connaissez depuis très longtemps. Quel type de boxeuse elle est? Boxeuse, elle écoute bien, elle est hargneuse, technique, elle a tout pour gagner et pour réussir. Après, un titre de champion de France, c'est important quand même. Oui, parce que ça peut apporter plein de choses. On peut aller après, pourquoi pas, aux Jeux Olympiques, et ce serait intéressant. Après, on verra. Mais déjà, il faut gagner samedi. Quelles sont ses principales qualités en tant que sportive, qu'athlète? Alors, elle est combattante, elle est toujours dessus. Donc, c'est important. Voilà. Elle est toujours sur la proie, quoi. Toujours dessus. C'est important. Et où est-ce qu'elle doit continuer à progresser? Le déplacement, mais elle progresse tout le temps. Elle bosse. Elle travaille beaucoup. On travaille beaucoup, parce que je suis là aussi. Quand elle est au boulot, je suis avec elle. C'est pour ça qu'on est toujours tous les deux. Et c'est important, quoi. Donc, elle a son boulot. J'ai mon boulot à la ville. Elle a son boulot à Décathlon. Mais elle s'entraîne 2 fois par jour quand même. Obligée. De toute façon, il faut ça pour gagner. Vous êtes d'accord avec les mots dithyrambiques de Philippe? Très, très vrai. Et d'ailleurs, c'est vraiment un sport d'équipe. On n'est pas tout seul sur le ring. Il y a vraiment Philippe qui est là pour moi. Et inversement, il y a des moments où j'avais pas spécialement envie d'aller m'entraîner. Et lui, il était là. Il trouvait quand même le temps de me dire, non, Maëlys, là, tu viens. Et lui, il trouvait le temps sur son temps perso pour faire ses entraînements. Alors que normalement, les entraînements, il n'y en a que le soir. Lui, il arrive à se dégager du temps pour faire des entraînements en plus avec moi le matin. Et voilà, c'est beaucoup d'implications, il y a beaucoup de temps. Et c'est pas des sacrifices, mais voilà, ça demande du temps et du travail. Et du coup, voilà. Comment est-ce que vous êtes arrivé à la boxe?
Alors, j'ai fait à peu près tous les sports du monde, parce que mes parents aimaient que c'était un peu dans notre culture, dans la famille, de faire du sport tout le temps. Et ensuite, je suis partie au karaté. Et finalement, j'ai découvert que justement, j'aimais bien frapper. J'aimais pas faire les katas, j'aimais bien frapper, et ça m'a fait un bien fou. Et du coup, j'ai fini au club de Philippe Fontanelle, à France Boxe Aix-les-Bains, et j'ai commencé la boxe comme ça. Philippe, j'imagine que pour un entraîneur, ça doit être... Ça dépasse le cadre sportif de suivre une athlète aussi longtemps, de voir sa progression en tant qu'athlète, puis de femme. Pour vous, qu'est-ce que ça représente? C'est des sacrifices, c'est sûr. Après, moi, je suis content parce que bon, elle a commencé par de la boxe éducative, donc elle vient de le dire, c'est des touches pour les enfants, c'est très bien. Et puis après, ça allait pas trop bien, ça. Donc on a dit, allez, je la mets en amateur. Et tu en cadette, ça réussit, quoi. Parce qu'elle est quand même 4 fois championne de France. Elle a fait 2 fois plusieurs podiums internationaux. Ouais. Et 3e au championnat du monde. Donc c'est quand même, voilà, elle n'arrive pas comme ça. Hein. Voilà. Donc, on n'y arrive pas par hasard. Non. Vous êtes, donc on l'a dit, professionnel depuis peu. Qu'est-ce que ça change quand on passe dans la catégorie professionnelle, quand on est sportif, quand on est athlète? Alors pour vous, en tout cas. J'aime bien dire que c'est un autre sport, parce que vraiment, en fait, c'est plus on a des gants vachement plus petits. Donc quand on se fait toucher, c'est vachement plus grave, c'est impactant. Faut faire attention. Or qu'en amateur, on a des gants un peu plus gros. Donc, il y a un casque et tout. Et il y a un casque. Et ça se fait seulement 4 rounds. Donc, au bout de 4 rounds, souvent, on n'est pas bien... on est encore frais. Enfin, on est peut-être un peu fatigué, mais à aucun moment, on a cette fatigue ultime où vraiment, le cerveau atteint un peu sa limite en termes de concentration et on dépasse un peu les capacités du corps, quoi. Il y a ce côté dépassement qu'il n'y avait pas en amateur et que j'aime beaucoup. Ce côté de toucher à la limite de qu'est-ce que le corps est capable de faire, jusqu'où il peut aller. Et j'adore ça. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on passe, comme Maëlys, de amateur à professionnel? C'est les rounds, déjà. Là, samedi, on est sur 8 rounds, hein, c'est ça? On est sur 8 rounds. 8 rounds de 2 minutes. Voilà. Les filles, c'est ça. Après, il y a le bandage. On n'a pas parlé, mais il y a des bandages durs. C'est un travail. Donc déjà, voilà. Bon, ça tient bien la main, mais il faut que ce soit bien fait aussi, pour ne pas se faire mal. Et puis, comme on dit, il n'y a pas de casque. En amateur, il y a des casques, très bien. Hein. Et après, on enlève, et il y a plus de rounds, quoi. Un mot sur l'adversaire, tenant du titre. Il va y avoir du niveau en face. Il va falloir aller chercher ce titre. On la connaît pas bien. Après, normalement, on s'est bien entraîné. Ça devrait bien se passer. Ça doit passer. Voilà. Nous, on connaît sa sœur. On l'avait combattue, on l'a gagnée. Elle, c'est une autre boxeuse. Je respecte, hein. Mais maintenant, on verra sur le ring. Hein. Le fait de boxer à domicile, en tout cas en Savoie, c'est important. Vous êtes originaire d'Aix-les-Bains. Oui. J'imagine que ça joue. Les amis, la famille qui seront sûrement là. C'est vrai. Il y aura d'Aix-les-Bains, déjà, on ne sera pas loin de 150. Donc ça fait déjà du monde. Puis on fait la pesée avant à Décathlon Grésy sur Aix. On fait à Décathlon Grésy sur Aix, la pesée. C'est mon employeur aussi. Voilà. Vous pouvez venir à 18h. Voilà. Donc c'est aussi sympa, une pesée que des pros. Parce qu'il y aura aussi un autre combat pro. Et après, c'est à Berville, hein, ça vient vite. Hein. Il reste des places? Ouais. Il reste des places? J'espère. Vous l'imaginez comment ce combat, vous? Dans le meilleur des scénarios? Dans le meilleur des scénarios, je ne ressens pas la fatigue, j'ai juste l'adrénaline, juste le plaisir de boxer. Je ne prends pas de mauvais coups. Je fais un beau combat, il y a peu d'accroches, il y a vraiment de l'engagement et il y a du spectacle pour les spectateurs. Quoi. Tout à l'heure, Philippe a parlé des Jeux Olympiques. Ça fait partie des rêves. Vous avez 23 ans, c'est bien ça? Oui. Donc encore jeune. Ça fait partie des objectifs à plus ou moins long terme ou pour l'instant, on a encore du mal à se projeter aussi loin? Là, pour l'instant, je suis vraiment axée sur le championnat de France. Après, on verra. Après, les JO, c'est évidemment un peu une consécration pour quel que soit le sport, hein, pour n'importe quel athlète. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas mon objectif. Pour l'instant, on prend la ceinture et après, on verra. Exactement. On a fait quand même les championnats de France. Elle a fait les championnats de France, les championnats d'Europe. Elle a fait les championnats du monde en amateur. Bon, ça serait bien de faire aussi les championnats olympiques. Hein. Mais comme elle dit, il faut gagner. Il faut gagner samedi déjà. Après, on pourra en parler. Vous pouvez nous inviter après. Avec la ceinture, on pourra en discuter. Ce sera avec grand plaisir. On rappelle donc ce samedi, donc 26 octobre, à Albertville. Ouais. Ça se passe où exactement? C'est la salle du Pierre du Roi, pardon. À partir de quelle heure? 19h30. Elle passe le dernier combat. Donc, entre 10h30 et 11h à peu près. Bon, je crois qu'on aura peut-être des images de la part de notre ami Patrick Parisi. Oui, c'est ça. On essaiera de les passer l'année prochaine en espérant. Ce Super. sera évidemment une victoire. Merci beaucoup. Voilà. Merci Bravo pour tout ce que vous faites. Et venez nombreux. On croise les doigts évidemment pour samedi.
Voilà. Merci. À très bientôt. Je vous invite à rejoindre la régie. Quant à nous, on devait parler de la 27e édition du marathon de Lausanne qui se déroule ce dimanche. Malheureusement, on a un petit peu de mal à joindre Madame Josette Bruchet, la directrice du marathon. En tout cas, sachez que cette 27e édition sera diffusée en direct sur notre chaîne et sur notre page Facebook ce dimanche à partir de 10h du matin. Donc rendez-vous en tout cas sur Facebook pour nous suivre et sur notre chaîne pour parler du 27e marathon de Lausanne. C'est fini pour cette première partie. On se retrouve dans quelques minutes pour le journal de la rédaction présenté par Clémence Roualdès. On parlera notamment des élections en Suisse. À tout de suite.